Et si ça vous perturbe pas trop, je vais plutôt commencer par la fin et partager avec vous les renoncements que j'ai choisi de faire dans ma démarche de mise en mouvement. Juste en vous donnant quelques éléments de contexte quand même, parce que je trouvais ça utile, des éléments de contexte. J'ai lancé une mise en mouvement depuis cet été dans une entreprise qui s'appelle Cereco, de 180 personnes. Et c'est dans le cadre d'une croissance externe, c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle je suis, qui fait 1000 personnes, j'y suis depuis 5 ans, a repris cet été en fait une entreprise. Et quand je suis arrivée dans cette entreprise il y a 5 ans, j'ai rencontré Toscane et j'ai eu l'occasion de faire plusieurs petites mises en mouvement. Il y a des choses, j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment adoré, j'ai pris beaucoup de plaisir avec mes équipes à faire de la mise en mouvement. Et en même temps, ça ne se diffusait pas complètement dans l'entreprise, je ne comprenais pas pourquoi, ça me frustrait, c'était un peu douloureux. Et quand cette acquisition arrive, je propose à l'équipe Codir de la faire en mode Toscane, cette reprise. Voilà. D'utiliser tout ce qu'on pratique depuis quelques années, que ce soit la fusée, l'intervision, les 4 cadrans, etc., de s'appuyer sur cette nouvelle façon de voir et de pratiquer pour réussir la reprise de cette entreprise. Voilà. Et au moment où on travaille en équipe sur ce plan de reprise, et moi ça me fait du bien parce qu'en fait je vois une brèche qui s'ouvre, je saisis cette perche et le fait que mes collègues me disent oui on a envie que ce soit toi et oui on sent que c'est toi qui es la plus mûre dans l'équipe pour oser cette expérience, bah, ça m'a fait du bien. Parce que c'était une façon pour moi de reprendre un peu espoir sur le fait qu'ils m'avaient vu faire, ils avaient vu que ça marchait et en même temps on n'arrivait pas à le diffuser ailleurs dans l'entreprise. Donc j'ai vu une belle opportunité, j'étais contente qu'ils me donnent cette confiance. Et malgré tout, je suis partie, ça c'était juste avant l'été, et ma mission prenait effectivement place septembre, et je suis partie en vacances et je suis partie avec le trouillomètre à 0 quand même. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait à lever la main, abandonner mes équipes avec qui j'étais dans la mise en mouvement, ça se passait super bien, j'allais capitaliser et repartir de 0 avec beaucoup d'inconnus. Bon. Ça a été vraiment un grand questionnement. Et mon point de départ, ça a été la lecture du livre de Frédéric Laloux cet été, où je me suis dit, ah, ça m'a éclairé. Ça m'a permis de m'inspirer, de dire, ah ouais, ça, ok, c'est ce que j'ai envie d'essayer ici, maintenant, à cet endroit-là. Voilà, ça va me guider, ça va m'inspirer. Voilà comment je suis partie. Et si je commence par la conclusion que j'ai partagée tout à l'heure, c'est que je suis partie avec des partis pris. Voilà, avec de l'intuition. Je suis partie avec ce rôle de leader en me disant c'est moi qui vais porter cette impulsion, donc je m'écoute. Je m'écoute sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de m'y prendre. Je me fais confiance, on verra ce que ça donne. Et je suis partie avec un parti pris, je ne change pas l'organisation. Je prends les choses telles qu'elles fonctionnent, telles qu'elles sont. Je ne change pas l'organisation. Je m'occupe d'abord des territoires en bas, voilà, c'est-à-dire tout ce qui ne se voit pas. Tout ce qui est mission, voilà, pour dire mais qui sont vraiment ces gens-là, comment je peux les comprendre, comment ils peuvent m'expliquer d'où ils viennent, leur histoire, leur ADN, comment je vérifie que ça c'est robuste et comment je regarde ce qui se passe entre eux en termes de posture, attitude, etc. Voilà, j'ai fait ce parti pris et ça m'a amené à des renoncements sur le fait que déjà un premier renoncement pour moi c'était de dire je veux plus être intelligente, entre guillemets, c'est-à-dire je ne veux plus dans cette approche-là raisonner avec mon cerveau. Je viens d'une expérience où j'ai fait de la finance, donc les business plans, les plans stratégiques, la méthode, les outils, j'ai pratiqué et je me suis dit non. Aujourd'hui, j'avance avec mes sensations, je me connecte d'abord avec les autres et je vais dans le sens de l'énergie, on voit ce que ça donne. J'arrête de croire qu'on attend de moi que je suis intelligente et que je vais avoir la meilleure idée, que ça va être super et tout. Voilà. Mon premier renoncement, c'était de dire, voilà, j'arrive comme je suis et je fais avec la sensation du moment et on regarde ce que ça donne. Et en fait, ça m'a beaucoup libérée. Ça m'a enlevé un poids, une espèce de responsabilité où tout le monde me regarde, tout le monde m'attend, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va proposer. Et je me suis rendu compte que ça m'a fait du bien de dire, non, j'ai plus besoin d'être le cerveau de la bande. Je fais juste comme je peux et avec ce que j'ai envie et finalement, c'est chouette. Voilà, un renoncement qui a été important pour moi. Un deuxième renoncement, c'était arrêter de faire des PowerPoint, arrêter de faire des feuilles de route, faire juste des petits pas et des actions très très concrètes. Et que je préfère des agirs courts pour libérer ce qui se passe tout de suite maintenant,
pour rendre visibles des petits pas très concrets. Et quand l'équipe voudra une grosse rupture, des états généraux pour bouger l'orga, je serai prête. Voilà, mais c'est quand ils exprimeront ce besoin-là. Et j'ai arrêté dans les renoncements, j'ai renoncé aux emails, enfin, à la communication par email, pour privilégier la disponibilité, l'écoute, le contact physique. Voilà. Et bon, on a du mal, hein, je dois en recevoir entre 100 et 200 par jour. Je me suis entourée d'une assistante. Ah, je n'ai pas dit ça, je me suis entourée d'une assistante qui gère du coup un peu tout ça. Et quand je l'ai recrutée complètement différemment. Je lui ai dit, j'ai juste besoin de te dire de quoi j'ai besoin pour bien réussir ma mission et j'ai juste besoin de savoir si tu es prête à m'aider. Voilà. Et je lui ai dit, voilà, moi ma mission c'est de prendre soin et accompagner une équipe qui ne me connaît pas. Voilà, j'ai besoin d'être à l'heure, j'en ai marre d'être en retard. Donc il faut alléger mon agenda, il me faut me mettre en capacité d'être à l'heure, j'en ai marre d'enchaîner des tas de réunions, etc. J'ai besoin d'être en forme, parce que sinon je ne suis pas pleinement disponible, je ne peux pas écouter efficacement. Donc tu ne me fais pas des journées de 12 heures, voilà, tu me fais des petites choses sympas. Dans mon agenda, tu me mets du sport, des choses comme ça. Voilà. Et on a fait 4 règles simples de ce que je voulais et elle m'a dit « Ah, ça me parle, je t'organise ça, il n'y a pas de problème ». Et on est parti comme ça, sans fiche de mission, sans rien, juste à se comprendre. Et elle était là à mon service pour me faciliter ma mission. Et ça se passe super bien, voilà, la petite anecdote. Dans les renoncements, j'ai dû renoncer aussi à la notion de temps. J'étais habituée à planifier et j'ai compris que ce que je pensais faire en 3 mois, si ça met 12 mois, c'est qu'il y a besoin de 12 mois. Et le dernier renoncement que je partage avec vous, c'est une acceptation, en fait, c'est renoncer à être dans l'excellence, dans la perfection, dans le toujours bien. Je me moque de moi, je rigole parce que c'est pareil, c'est une libération. Habituée à tout bien faire. En fait, je me rends compte, j'ai l'impression dans mon renoncement, c'est d'accepter que je ne serai pas ce que j'ai mis plus de 20 ans à construire. Voilà. Je ne serai pas cette cadre dirigeante qui a des réponses à tout, des super méthodes, des super outils, qui s'investit à fond, sur qui tout le monde compte tout le temps, qui est plus forte que tout le monde. Non, je ne serai pas ça. Voilà. Je serai quelqu'un comme tout le monde, avec ses faiblesses, qui va oser sa parole, qui va oser être vrai, qui va oser dire quand elle ne sait plus par où aller. Et ça, c'est nouveau. Voilà, c'est vraiment tout nouveau, mais bon, ça fait du bien. Voilà. Et il y a eu 4 mots-clés qui me sont venus spontanément quand Pascal m'a questionnée. Moi, je me suis sentie inspirée, voilà, une inspiration par rapport à mes valeurs, mon histoire. Je me suis sentie ensuite aspirée, c'est-à-dire qu'on reprenait une entreprise avec 180 personnes. On avait tous envie de le vivre en mode Toscane et il y avait personne qui pouvait ou qui se sentait d'y aller. Donc je me suis sentie aspirée par une mission. Ça, ce sera ma mission, ce sera d'accompagner ces 180 à vivre leur histoire, à continuer à vivre leur histoire, mais pas dans un mode parent-enfant, pas dans un mode l'acheteur sur l'acheter, voilà, de quelque chose de différent. C'est-à-dire je mets en place un contexte qui leur permet une liberté et de grandir. Voilà, je les accompagne. Là, je me suis sentie aspirée par cette mission. Et le mot-clé alignement m'a été utile aussi, c'est-à-dire quelque chose de plus juste et de plus vrai qu'il faut que je trouve en moi. Voilà. Je ne me sens pas complètement alignée, hein. Il y a encore des masques, le poids du passé, des choses où je cherche. Mais j'ai senti dans cette mission qu'il y avait quelque chose de plus juste et plus vrai pour moi à ce moment-là, et ça m'a aidée. Voilà. Et puis la sécurité. Je me suis sentie pas toute seule, soutenue, la confiance de mon équipe de direction avec qui ces dernières années j'avais pourtant eu tellement de mal à me mettre d'accord sur ce qu'il fallait faire dans la boîte. Et là d'un coup on était tous d'accord, donc c'était chouette. Il y avait une confiance et je me sentais pas seule. Ils n'allaient pas être intrusifs, ils allaient me laisser faire. Ils m'ouvraient la voie et en même temps ils me disaient si tu es là, si tu as besoin de nous, on est là. Oh, donc c'était chouette, je ne me sentais pas toute seule. Et du coup je donne une image que ça m'a inspiré dans ton intro. C'est que j'ai dit de quoi j'avais besoin pour réussir cette mission, je l'ai dit à mes collègues, et je leur ai donné l'image de la rando. J'ai dit, moi je veux bien partir sur le chemin, par contre je ne pars pas en maillot de bain et en tongs. Voilà. Je pars avec des chaussures, un sac à dos, je suis équipée, j'ai des bâtons, etc. Donc je veux bien y aller, mais par contre je veux des moyens, des ressources. Je ne vais pas en mode touriste.
Et c'est là on a travaillé avec Toscane, voilà, de quoi j'ai besoin pour réussir ça, qu'est-ce que je vais chercher vraiment quand je fais cette mission. Et ça m'a éclairée et j'ai beaucoup travaillé avec la fusée, parce que moi c'est un outil qui me sert, la fusée, je ne sais pas si vous la connaissez. Je mets du sens avant de me lancer dans un truc, c'est comment on pose le sens, pourquoi on le fait et comment on apprend à se connecter les uns avec les autres sur la base de nos ressentis avant de passer au mode action. Voilà. Donc moi j'ai besoin de la fusée pour avancer et je travaille avec les 4 cadrans qui ont été vraiment ma source d'inspiration. Voilà. Pour avancer. Et j'ai arrêté de faire des tableaux savants et des trucs super sophistiqués. Je suis revenue à du simple. Donc quand Jacques m'a dessiné les 4 cadrans sur un truc là, ok, j'ai fait un mind mapping avec plein d'idées sur les 4 cadrans et après j'ai mis un post-it vert, un post-it orange, un post-it rouge sur tout ce que j'avais engagé, où j'avais confiance, ou ce qui était moyen, il fallait peut-être que je regarde, et les trous dans la raquette que j'avais. Voilà. Et je n'ai pas fait plus que ça. Et j'avais la pression des autres qui me disaient mais on veut une feuille de route, on veut savoir où on va savoir comment on s'y prend, c'est quoi la suite. Et je disais non, regarde mes 4 cadrans, je te dis juste qu'il y a tout ça à faire, je ne sais pas dans quel ordre, on va avancer comme ça et on va voir. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Et dans les réussites, dans les plaisirs simples, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je partageais tout à l'heure, l'équipe qui arrivait, la nouvelle équipe, elle ne connaissait rien de Toscane, elle ne connaissait rien des entreprises ibériques, elle ne connaissait rien de Tribala. Il fallait qu'on se rencontre et qu'on arrive à travailler ensemble. Et j'ai dit, nous, on avait brainstormé ensemble comment il fallait faire, etc. à côté de Tribala. Et à un moment donné, j'ai dit, on ne va pas penser à leur place, je vais en prendre 2 et je vais penser avec eux qu'est-ce qu'il faut faire selon eux pour la première rencontre. Et en disant, on n'a qu'une chance de faire bonne impression. Donc, premier temps de rencontre, pas se tromper. Et en fait, premier plaisir, c'est la joie de l'équipe, parce qu'on l'a fait en équipe avec l'ancien dirigeant, avec 2 cadres, avec mon dirigeant et moi, on l'a fait à 5, et le DRH, un collègue peut dire, on l'a fait à 6. Ces temps de première rencontre, de présentation l'un à l'autre, on l'a fait en petit comité, dans des lieux en toute simplicité, avec un peu de convivialité, avec une parole authentique, et ça a vachement bien marché. Et la joie de l'équipe à se dire on était au bon endroit, dans la justesse, ça nous ressemblait, nous qui sommes repris, ça nous ressemblait, le style de communication. Et bien la joie de l'équipe, alors qu'une semaine avant, ça pleurait. Ils me regardaient comme ça et ils se demandaient ce que j'étais en train de leur raconter. C'est super de voir le soulagement et cette sensation de justesse. Ensuite, ce qui m'a beaucoup plu, c'est j'ai choisi dans le premier temps de prise de poste 2 grands thèmes. Je sécurise et je prends le temps d'installer des relations de confiance qui ne se décrètent pas. Et j'ai choisi l'immersion. J'ai choisi pendant 1 mois et demi de vivre vraiment la vie de tout le monde, pas observer, faire avec eux les 8 heures de chaîne, l'équipe de nuit, la logistique, voilà, de faire leur métier. Et ça, j'avais à ce moment-là la sensation d'être au bon endroit. C'est-à-dire quand je vous parlais d'alignement tout à l'heure, être plus juste, plus vrai, j'étais à un moment où je ne pouvais plus être dans mon bureau à des niveaux stratosphériques dans une entreprise. J'avais besoin de retrouver du concret, de la vraie vie. Et j'étais pas à l'aise avec ce mot directrice, ça me mettait mal à l'aise. Et j'avais l'impression que c'était l'occasion de me réconcilier avec tout ça. C'est-à-dire que je pouvais être directrice si j'étais une meneuse qui allait pouvoir mettre son humanité au service d'un projet pour accompagner des gens. Donc ça me réconciliait. Et j'ai reçu le SMS de ma maman qui me félicite pour ma prise de poste. Ça m'a fait bizarre parce que je me dis, j'ai eu mon bac avec mention, elle ne m'a jamais félicité. J'ai eu mon permis, elle m'a jamais félicité. J'ai eu des super postes dans ma vie, elle ne m'a jamais félicité. Et là, premier poste qui est beaucoup plus, peu différent et tout, et elle m'envoie un SMS en me disant, je suis fière de toi. Par contre, n'oublie pas d'où tu viens. Waouh! Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle me dit là, ma mère? Et en fait, je trouvais que ça tombait au bon moment parce que j'avais envie de dire, bah oui, maman, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me réaligner sur quelque chose qui me ressemble plus. J'ai plus envie d'être la financière parisienne ou même Rennes, peu importe, mais voilà. J'ai envie d'être quelqu'un qui est proche des gens, qui s'aide sur le terrain, qui s'aide dans des choses simples. Et oui, maman, je ne veux pas oublier d'où je viens. Voilà, parce que on vient d'une famille simple. Donc ça m'a fait du bien, une sorte de réconciliation. Et après, les plaisirs, c'est de redécouvrir à quel point des actes tout simples, à quel point ça nourrit, ça me donne la sensation de la vie qui circule et à quel point ça crée beaucoup de reconnaissance dans le regard des gens. Et c'est mon conjoint qui m'a aidé à porter ce regard, c'est-à-dire lui dans une entreprise complètement différente, en souffrance, sur le terrain, tout ce qu'il aimerait de ses chefs qu'il n'a pas.
et de me dire, de m'inspirer de ça. Je dis, bah, explique-moi, voilà, qu'est-ce que tu aimerais bien, qu'est-ce qui te manque, etc. Je dis, bon, tiens, je vais essayer. J'ai pris ce que j'avais envie de prendre et j'avais l'impression que moi, j'étais quelqu'un de très humaine, je savais être généreuse, etc. Et en fait, je me suis pris une grosse leçon d'humilité et il me disait, ok, tu vas boire le café avec les mécanos de temps en temps? Bah non. Bah, pourquoi tu le fais pas? Ah oui, t'as raison. Donc, tiens, je vais essayer, je vais prendre un petit café avec une équipe comme ça qui ne s'attendait pas. Et c'était, moi, ça m'a fait vachement de bien, quoi. Et je me suis dit, quelqu'un qui est capable de me bousculer en me disant, mais pourquoi tu fais pas des choses si simples au lieu de faire des grands projets, des grands plans sur la comète, ça m'a fait vachement de bien. Voilà. Et du coup, ça me plaît beaucoup parce que ce que je vis en ce moment, c'est, du coup, il y a quelque chose d'invisible qui s'est créé entre le terrain et moi, je crois. Voilà, une confiance qui est en cours, en cheminement. J'ai ouvert ma porte, donc ils viennent me voir. Et je vais souvent dire bonjour sur le terrain, il y a des petites choses qui se passent. Et les managers que j'ai tellement envie d'accompagner dans cette mise en mouvement, j'ai tellement envie qu'ils deviennent les leaders, et qu'ils portent tout ça, qui vont se retrouver en difficulté parce que le terrain est tellement prêt dans le changement. Lui, il n'a pas tellement besoin de travailler sur les étages du dessous, quoi. Il est prêt au-dessus. Et les managers, ils sont tellement piégés par les étages du dessous, on va faire ça comme ça, que moi, je me retrouve entre les deux. Et il va falloir que je gère ça. Voilà, il va falloir que je regarde comment je peux vraiment accompagner les managers sur leur territoire là, un peu caché, le sud-ouest, leur travail, leur bascule, et comment je peux permettre au terrain de prendre des initiatives, d'avancer sans attendre que tous les managers soient prêts. Voilà. Donc là, normalement, le temps est terminé, mais comme tout à l'heure, tu m'as dit que je n'ai pas eu le temps de parler de la vision. Si tu veux parler de la vision, Ouais. une minute. Une minute pour dire que, au-delà de ce que moi j'ai fait dans mes petites actions, mes petites immersions, etc., ma posture dans ce démarrage, je me suis appuyée sur les 4 cadrans et j'ai choisi de commencer un exercice de vision. J'ai choisi de faire première étape, c'était sécuriser, mettre en confiance, et ensuite je suis passée dans une étape, gérer la transmission, gérer la transition. J'ai eu la chance d'avoir un fondateur qui a vendu, qui a joué le jeu, et qui est venu mettre ses tripes en disant aux équipes, j'attends de vous de ça pour demain, je suis fière, les valeurs que je vous confie, c'est ça. Et à 180, on a pris tout ça et on est parti dans un exercice, mais on est qui, d'où on vient, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos ADN. Donc ça, l'exercice de vision à 180, on est dedans. On va écrire la mission, on va écrire la vision, on va se mettre d'accord sur les valeurs. Et il y a un groupe de relayeurs, on appelait ça comme ça, qui s'est levé et qui a dit, on n'en reste pas là, on a vécu 3 jours superbes. On n'en reste pas là. L'humain est tellement important chez nous, on l'a tellement oublié, que nous, on va continuer à faire vivre la démarche. Et ma plus belle fierté, c'est ces groupes de relayeurs. Voilà, qui se lèvent et qui osent faire les premiers pas et prendre le bâton, le relais, et en disant, nous on va œuvrer. Voilà. Je dirige un laboratoire pharmaceutique vétérinaire qui s'appelle Vetoquinol. Et pour moi, c'est important de donner un peu de sens et de vous présenter Vetoquinol en quelques mots. Donc c'est un laboratoire qui recherche, développe, fabrique, vend des médicaments vétérinaires pour les animaux, les chiens, les chats, les vaches, les cochons. Voilà, j'espère que certains d'entre vous sont clients et aiment nos produits. C'est un laboratoire international, un laboratoire créé en 1933 par mon grand-père. Donc tout de suite, vous voyez que c'est un laboratoire familial. Mon père a passé toute sa vie dans l'entreprise à la développer. Et puis moi, je suis en train de suivre quelque part ses pas. Pour aussi poursuivre cette belle aventure. Il y a 2200 collaborateurs chez Vetoquinol, il y en a à peu près 700 en France, et puis le reste des autres collaborateurs sont dans d'autres pays. Et nous avons 24 filiales sur les 3 continents. Dans le monde entier, le laboratoire est rentable, fait un chiffre d'affaires d'environ 350 millions d'euros. Donc, dit comme ça c'est pas trop mal, quoi. On va se dire, c'est pas trop mal. Je suis chez Vetoquinol depuis 17 ans. J'ai occupé différentes fonctions dans les ventes, dans le marketing, et je suis le directeur général de ce laboratoire depuis un peu moins de 7 ans. Alors voilà, je travaille avec un comité de direction. Et puis, certains éléments un peu dans mon quotidien me dérangent notamment, me mettent mal à l'aise sur des sujets de décision. Il y a beaucoup de sujets qui me remontent, sur lesquels on attend des décisions de ma part et sur lesquels je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise parce que c'est des sujets des fois que je ne connais pas bien. Je ne me sens pas tellement compétent et puis les gens attendent de moi que je décide. Alors ça met des fois du temps, parce que vu que je ne suis pas à l'aise, je repousse ma décision ou je réfléchis un peu trop longtemps. Et je sens que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je ne suis pas à l'aise avec ces points-là. Je vous disais que nous avions des bons résultats, mais moi j'avais le sentiment que ces résultats, ils étaient atteints avec un labeur difficile, pas beaucoup de sérénité.
toujours en train de courir, la peur de ne pas arriver à nos résultats, puis finalement on les fait. Donc c'est un élément aussi, moi, qui m'interpelle dans notre façon de faire. On a pas mal de croyances un peu inhibitrices chez nous. Hein. Ben non, chez Vetoquinol, on ne peut pas aller dans telle technologie. Chez Vetoquinol, on ne peut pas travailler en équipe en 3-8. On avait des tas de choses qui étaient des postulats, des croyances qui étaient là sur la table. Donc c'était des éléments qui, moi, m'interpellaient. Je vivais avec, mais c'était des cailloux. Et puis, on décide, fin 2015, de lancer une enquête de satisfaction des salariés. Donc à tous les salariés, des questionnaires, donc plutôt QCM, et puis des parties libres. Alors, bien sûr, on administre ce questionnaire, on reçoit les résultats. Les résultats sont bons et pas bons. Alors ils sont bons parce qu'on est au-dessus de la moyenne de la France, des différents pays. Alors on est quand même assez fiers de ça. Et puis nous, au fond de nous-mêmes, on s'attendait à sortir vraiment dans les premiers. Puis on n'est pas dans les premiers. Ah, quand même une déception. Et puis dans tous ces questionnaires, il y a une partie qui est intéressante, qui est une partie sur les verbatims. Donc chaque collaborateur peut mettre quelques lignes sur ce qu'il ressent. Et puis donc je reçois un pavé énorme de tous les verbatims. Et puis c'est là, en les parcourant, je lis des choses alors là, qui m'ébranlent, qui parfois me bouleversent, du type on vient avec la peur au ventre le matin, un niveau de stress qui est plus tolérable. Je me fiche de savoir ce qui se passe dans les autres directions. Enfin, je lis des choses en me disant c'est chez Vetoquinol ça, et puis bah ouais, c'est chez Vetoquinol. Et là, c'est sûrement un élément déclencheur, la prise de conscience de se dire non, c'est pas possible que ça reste comme ça, il faut faire quelque chose. Et c'est là que se pose la question, faire quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour, selon mes mots, redonner de l'énergie, remettre de la joie de vivre dans l'entreprise, avoir des personnes qui sont contentes, qui proposent, qui sont en initiative. Donc on s'interroge au niveau du CODIR, mais sans trop savoir quoi faire. Et c'est là, donc, par un peu notre cheminement un peu tous azimuts. Alors certains disent, tiens, j'ai entendu parler du livre d'Isaac Getz, donc, hop, on s'achète les bouquins, on lit les bouquins. Et puis via des intermédiaires ou via nos collaborateurs qui disent, moi je connais le patron de Valrhona, qui est une chocolaterie, je ne sais pas si vous connaissez, qui est dans ces processus de transformation, de dynamisation des équipes. Et là on se dit, on va aller les rencontrer. Et là on part avec le comité de direction, rencontrer le comité de direction de Valrhona, qu'on ne connaissait absolument pas. Et on passe une journée ensemble formidable à échanger ce que vous faites, comment vous faites, vos écueils. Et alors, on est parti un peu comme si on était copains depuis toujours, tellement on avait été capable d'échanger avec eux. Et là, on commence à se dire, tiens, ça, c'est une direction intéressante. Via Valrhona, on rencontre des personnes de chez Toscane aussi. On fait des réunions avec eux pour un petit peu aussi sentir, essayer d'un peu mieux imaginer ce qui nous attend. Et puis là, moi, je le sens de mieux en mieux, en me disant, oui, ça m'intéresse. C'est les mots-là qui m'ont touché dans tout ce qui a été dit chez Valrhona. Et puis là, on se retrouve en comité de direction à se dire, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a envie de faire ça? Et dans mon comité de direction, il y a 9 personnes. Et puis là, on fait un tour de table. On fait un tour de table. Est-ce que toi, tu as envie d'aller dans cette direction? Donc de remettre de l'autonomie, de l'initiative, de perdre sûrement un peu de ton pouvoir. On fait ce tour de table. Il y en a 5 qui disent « moi je le sens bien, plutôt motivé, plutôt en avant ». Il y en a 3 qui sont un peu circonspects, mais plutôt neutres. Et puis personne n'est complètement contre. Et c'est là où moi je me dis « bon, ben allez, l'envie est plus forte que les doutes, que les incertitudes, parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Mais l'envie est là et on se dit on y va ». Et là, on est parti. Alors, on est parti vers quoi? C'est pareil, une fois qu'on s'est dit on est parti vers quoi? Et la première chose, c'est de faire une réunion avec tous nos managers. Donc, une réunion avec tous les managers. En France, il y en a 180. On les invite les 180. Et puis là, on est accompagné par Toscane qui nous dit donc vous oubliez les PowerPoint, hein, les gars, vous oubliez les tables, les chaises, les gens planqués derrière les ordinateurs. C'est 180 plutôt sur un mode comme ici. Et puis avec toi, Mathieu, qui va devoir expliquer tout ça. Donc c'était pas mon habitude, hein. Pareil, j'étais plutôt un peu chiffres, les slides, premier point, machin. Et là, il faut que je plonge. Et finalement, cette première journée, moi je trouve se passe bien parce que j'arrive quand même à exprimer pourquoi j'ai envie que ça change, pourquoi moi j'estime qu'on a besoin de changer, ce que ça peut apporter à chacun et puis ce que ça peut apporter à l'entreprise. Alors voilà, ils appellent ça la réunion de l'appel, l'appel du dirigeant. Bon, voilà, je fais ça et je suis plutôt content déjà de l'avoir fait et puis je me dis ça devrait fonctionner. Donc voilà, ça c'est le premier appel.
Ensuite, deux choses. Une première décision qui a été très importante pour nous, qui a été longuement discutée au comité de direction. On se dit qu'il faut qu'on se forme, parce qu'il y a la théorie c'est toujours bien, mais enfin il faut qu'on se forme. Et on entend parler des écoles du leadership, et on se dit oui, ça c'est très intéressant. Et on se dit donc on va aller dans les écoles du leadership. Mais alors qui, quand, comment? Et donc on discute, est-ce qu'on met que le codir, est-ce qu'on met tel niveau managérial, etc. Et puis c'est notre RH qui porte ça en disant il faut que tout le monde y aille, il faut que tous les managers aillent dans ce processus de formation. Alors tout de suite, on se pose des questions quand même un peu basiques, le temps que ça prend, et puis le coût, ça coûte aussi cher. Donc on hésite, et puis finalement on se dit mais c'est ça qu'on sent. Oui, il faut qu'on emmène tout le monde le plus vite possible et que ça ne reste pas réservé à certaines personnes qui vont vivre quelque chose et pas les autres. Et là on prend la décision d'emmener tout le monde dans les écoles du leadership. Alors ce tout le monde, c'est tous les managers, et puis c'est moi y compris, qui vais aussi aller dans ce processus via Toscane, mais c'est exactement la même chose. Moi je ne le fais pas en interne, je le fais avec d'autres personnes, alors que mes collègues collaborateurs, eux, ils vont le vivre ensemble. Donc ça, c'était une première décision très bonne. Pourquoi? Parce qu'on va mettre une trentaine de mes collaborateurs ensemble déjà, donc ils vont être obligés de travailler sur eux-mêmes, ce qu'on n'est sûrement pas habitué à faire en France, et moi le premier. Donc ils vont être obligés de se dévoiler, ils vont être obligés d'interagir avec les autres, qui parfois ils bossent ensemble, ils ne se connaissent pas beaucoup, et ils vont se révéler les uns aux autres, et puis ça va commencer à créer un ciment dans l'entreprise. Donc on y va comme ça, et c'est lancé depuis 18 mois, ça, ces écoles du leadership dans l'organisation. Donc on laboure ces 4 cadrans, et puis surtout le sud-ouest toujours, les personnes, leurs ressentis, comment je viens au travail, qu'est-ce que j'exprime ou ce que j'exprime pas. Donc pour moi, ça a été un point marquant, et je pense que si on a pris une bonne décision, c'est celle-là, on a bien fait de faire ça. Donc ça, c'est le premier point, puis toujours pareil. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et alors ensuite, c'est d'aller sur des sujets où on va se dire, on a des sujets à traiter, et puis faire appel à des volontaires. Donc c'est pareil, c'est changer nos habitudes, de dire on te nomme toi pour bosser là-dessus, on te nomme toi, et puis tu vas aussi rejoindre l'équipe, et puis tu as 6 mois pour faire ça. Il nous reste déjà 5 minutes. Et donc on se dit, on part sur un mode volontaire, et puis on bosse sur un premier sujet, le budget, qui est un processus énorme chez nous, lourd. On veut des gens pour résoudre le problème du budget, et donc on a des personnes qui disent ok, je m'en occupe. Donc là, on se dit tiens, c'est bien, parce que c'est ça que l'on veut. Donc ça, c'est une première action forte. Une deuxième que je n'ai pas partagée tout à l'heure, on va rebosser sur nos valeurs. On avait 6 valeurs chez Vetoquinol qu'on avait depuis 7-8 ans, et puis ça s'est fait lurcher un petit peu dans le temps. Alors on avait beau les afficher sur les murs, ok, mais peut-être elles étaient plus vécues, on se dit on va changer ça. Alors dans l'ancien temps, comme on faisait, c'était facile, c'était le comité de direction, on bossait les valeurs, on les déclinait, puis on disait voilà, on a décidé que les nouvelles valeurs c'était ça. Et là, bien aidé, effectivement, on se dit là on fait tout l'inverse, on va partager ça avec tout le monde. Donc pareil sur un mode volontariat, les gens ont pris le sujet, un petit groupe, et puis on a encouragé le petit groupe à le partager avec tout le monde, tous ceux qui voulaient, pour remonter les sujets. Et là ça a été très intéressant, parce que ceux de 6 sont passés à 5 valeurs, qui étaient différentes, ils ont partagé. On sentait que c'était pas ça. Ils ont rebossé, puis à un moment, les équipes elles sont revenues avec 3 valeurs. Et là, elles les ont partagées au top manager, et là, on s'est dit, waouh, incroyable, parce que là, on les sentait bien. Ces 3 valeurs, j'ai même envie de vous les partager, c'est faire confiance, oser, collaborer. Et là, quand ils les ont posées comme ça, avec tout ce qu'on était en train de faire, on s'est dit, mais c'est ça dont on a besoin, c'est ça qui va nous porter. Et là, un élément concret de ce que l'on voulait se mettait en œuvre. Donc voilà, on a ces valeurs depuis 6 mois. Alors c'est sûr, pour faire écho un peu à ce que tu as dit, Solène, on a mis un temps fou pour faire ça. Oui, parce qu'avant, quand on faisait en codir, on faisait 2-3 sessions, 4, et puis c'est réglé. Là, ça a mis quasi 1 an. Ça a dû mettre 10 mois pour avoir ces valeurs. Mais finalement, la fierté, ma fierté, et puis la fierté des gens, de se dire, oui, c'est ça nous correspond. Donc voilà un élément concret de ce qui s'est passé. Ensuite, toujours faire, pour mettre toujours du sens, toutes nos actions de transformation, elles sont quand même dans un cadre. Et le cadre, c'est notre plan stratégique. On a quand même un plan stratégique, une vision. Est-ce qu'on va plutôt travailler sur le chien ou sur le cochon? Tout ça, on a bien des lignes directrices dans quelle technologie on veut aller, dans quel pays on veut plutôt se développer. Donc on garde un cadre fort. Tout ne tombe pas pour autant. Et ça, c'est important de le partager avec vous. Et puis, moi, je voulais quand même faire part de doute sur cette transformation. Moi, j'ai quand même toujours en moi une sorte de doute sur l'intensité de la transformation, sur la profondeur de la transformation, parce que je n'ai pas beaucoup d'indicateurs.
Alors, vous voyez, je viens d'un monde où on était KPI, il y a toujours des chiffres partout de tout. Et puis là, on manque de chiffres parce qu'il n'y a pas grand-chose. Si ce n'est du quali, des rencontres avec des personnes qui témoignent que maintenant elles font différemment, que maintenant elles vont bosser avec quelqu'un d'autre, que maintenant elles interpellent un collaborateur dans une autre direction. Voilà un peu ces témoignages qui me font dire qu'on est sûrement dans une direction que je souhaite et qui me paraît être la bonne. Mais j'ai quand même toujours ce doute. Et puis, est-ce que ça va assez vite? La relation au temps, qui est quelque chose de dur, qu'on a pas mal entendu hier, je trouvais. Est-ce que ça va assez vite? Alors moi, j'aurais tendance à dire non, mais enfin, c'est toujours facile quand on est le dirigeant, parce qu'on a toujours envie que ça aille toujours un peu plus vite. Mais il faut laisser du temps, en fait, c'est ça. Hein. Et hier, ça a tellement résonné quand tout le monde disait faut être patient, il faut attendre. Et j'avais envie de partager ça avec vous. Ce que je pouvais partager d'autre, un élément simple de la transformation, qui est ce que l'on vit là, parce que ça, on le remet en œuvre, et Jacques hier a raisonné là-dessus, sur les réunions. Donc nous, je vous l'ai dit, nos réunions, c'était scolaire, mais on ne peut plus scolaire. Hein. C'était donc les tables, des chaises, chacun qui rentre, qui ouvre l'ordinateur, qui se cache à l'ordinateur, celui qui présente, qui dit bonjour normalement, et puis l'attaque, première slide, premier point, machin. Et depuis lors, c'est fini. Fini. Donc il n'y a plus d'ordinateur et on est toujours en mode cercle ouvert. Et ça, c'est petit, hein, ça paraît simple, mais ça change énormément. Parce que, un peu comme je vous sens là, il y a de la tension. Les gens se regardent, les gens sont ensemble. Et bien rien que de faire ça, ça change déjà beaucoup de choses dans la façon dont on travaille ensemble dans les réunions. Et ça, on l'a fait une fois, puis après on s'est dit, on va peut-être le refaire 2 fois. Et puis finalement, c'est devenu naturel. Donc là, on se dit, voilà, pourtant ça ne paraissait pas sorcier, scientifique, révolutionnaire du tout, mais c'est un élément simple qui montre qu'on peut travailler différemment ensemble. Et ça, moi, j'avais envie de le partager avec vous. Alors, je me dis qu'il va être peut-être temps de conclure, et j'avais envie de conclure. Et j'avais envie de conclure ou de revenir sur ce qu'a dit hier Frédéric Laloux, en se disant, en disant, moi, j'ai jamais entendu des personnes qui regrettaient tout le chemin qu'elles faisaient sur la transformation. Et moi, hier, là, quand il a dit ça, ça m'a interpellé en me disant on est en train de faire tout ce chemin, on ne sait pas trop où on va, parce qu'à nouveau, hein, on n'a pas de guide, on n'a pas de plan, on ne sait pas trop où on va. Mais moi, je me dis que tout ce qu'on fait, c'est bien ce que l'on fait. On s'enrichit. On est, quand je dis meilleur, on est peut-être des êtres humains meilleurs, ou ce que l'on fait plutôt mieux que ce que l'on faisait il y a 1 an et demi ou il y a 2 ans. Et puis peut-être ça s'arrêtera, alors hélas, entre guillemets, mais au moins on aura progressé quelque part. Et moi je trouvais ça très fort. Jamais je vais regretter d'avoir investi l'argent dans l'école du leadership. Jamais je vais regretter le temps passé par nos équipes dans les écoles du leadership. Ça je me dis, ça servira toujours un jour. J'espère chez Vetoquinol, bien entendu. Et puis je me dis, s'ils nous quittent, j'espère que ça leur servira ailleurs. Mais c'est un élément qui m'a beaucoup marqué hier. Et ça renforce peut-être un peu ma foi ou mon énergie à continuer à aller dans ce chemin de transformation de Vetoquinol. Merci pour votre attention.